Ok, donc on s'était arrêté là juste avant la pause où on avait du coup commencé à parler euh, des délais en fait de la demande de renouvellement. Donc on a dit 4 à 2 mois si c'est par la nef, 2 mois avant expiration du document si c'est sur démarche simplifiée. Et donc pour les pièces demandées, si on part sur un renouvellement sur le même statut, c'est-à-dire je suis parent d'enfant français, je renouvelle sur parent d'enfant français. Les pièces qu'on vous demandera, ça sera des pièces qu'on vous a déjà demandées pour la carte de séjour temporaire, qui correspond du coup à ce motif-là, plus donc contrat d'intégration républicaine, etc. Si par exemple je décide de changer de statut, de motif de séjour, donc on aura une partie sur ça, il va falloir en fait, du coup l'idée de mon dossier de régularisation, c'est de prouver que je peux bénéficier, que je rentre dans ce nouveau tiroir. Et donc je vais donner des documents qui ont un lien avec le niveau tiroir que je veux ouvrir. Si je suis régularisée depuis plusieurs années au motif de mon emploi salarié et que je veux passer sur part d'enfants français, il faudra que je monte un dossier de parents d'enfants français. Donc en mettant des documents qui seront liés à ma qualité de parent d'enfants français, qui prouvent la filiation, etc. Je peux pas faire un dossier qu'avec mes fiches de paie, mon contrat de travail et ensuite demander parent d'enfants français. Ok pour ça. Si je reste dans le même tiroir, je continue à prouver que je reste dans mon tiroir. Si je souhaite changer de tiroir, en gros, petite image, si je souhaite changer de tiroir, il faut que je montre que j'ai de quoi entrer dans ce tiroir-là. Ok? Euh, je mets le petit chat à côté si vous voulez me dire si ça va ou si ça va pas. Hier, pour ceux et celles qui étaient là, on a vu les documents qui m'étaient remis quand je fais ma demande de renouvellement. Donc les attestations, comme hier, elles seront différentes que je passe par la nef ou que je passe par démarche simplifiée. Donc si je passe par la nef, j'aurai c'est comme hier, attestation de dépôt, attestation de prolongation d'instruction, et si c'est bon, attestation de décision favorable. Et si je passe par la préfecture, ça sera le fameux récépissé. Alors, donc celui-là, donc c'est la confirmation de dépôt. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de ce qu'on a vu hier, ça change pas. La, Ma confirmation de dépôt, c'est ce que j'ai le jour où je dépose mon dossier sur le site de l'ANEF. Ok, c'est quasi automatique. Et en fait, ça ne prouve que d'une seule chose, c'est que j'ai déposé mon dossier. C'est tout. Et donc, ils vous le mettent dans l'attestation. La preuve de dépôt ne suffit pas à constituer une preuve de régularité du séjour. L'idée, c'est que si j'ai bien retenu, j'ai mon titre de séjour qui expire dans 4 mois. Eh bien, je commence la procédure de renouvellement 4 à 2 mois avant l'expiration. Donc, dans tous les cas, quand j'ai cette confirmation de dépôt, j'ai encore un titre de séjour valide. Je suis encore dans les temps. Donc, j'ai de quoi, avec mon titre de séjour, prouver de la régularité de mon séjour. L'attestation de dépôt, elle le prouve pas. Et ça, du coup, c'est le problème quand on dépose une demande de renouvellement trop tard. C'est que si je le demande trop tard, j'aurai cette confirmation de dépôt. Potentiellement, il me reste plus que, par exemple, 2 semaines avant l'expiration de mon titre de séjour. Mais avec ma confirmation de dépôt, j'ai pas la preuve que je réside régulièrement sur le territoire. Ok? Donc ça, c'est la première attestation que j'ai au moment où je dépose mon dossier. Maintenant, si mon dossier, il est déposé dans les délais, si mon dossier est complet, et si, du coup, l'instruction de mon dossier se poursuit au-delà de la date de validité de mon titre de séjour, eh bien, la préfecture est dans l'obligation, comme hier, de me remettre une attestation de prolongation d'instruction. Et cette attestation de prolongation d'instruction, elle permet le maintien des droits et elle permet de justifier de la régularité de mon séjour en France. Alors, est-ce que ça veut dire que si la personne n'a pas déposé dans les délais, la préfecture n'est pas tenue?
te délivrer cette attestation. Exactement. Je crois même que vous avez potentiellement spoilé une slide qui arrive. Mais c'est l'idée, c'est que du coup, vous vous rappelez, juste avant la pause, je vous ai parlé de la personne que j'ai suivie qui était mère d'un enfant français qui avait déposé sa demande de renouvellement une semaine plus tard, trop tard plutôt. Et bien en fait, elle me disait mais j'ai pas d'API et je lui disais mais en fait comme la demande elle a été faite en retard, on ne peut plus légalement obliger la préfecture à vous remettre cette attestation puisque la condition c'est que le dossier soit complet et déposé dans les temps. Et donc là, c'était le plan B. On va attendre les 4 mois pour jouer sur le rejet implicite. Faites attention à bien éteindre vos micros, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse m'entendre. Je ne sais pas qui a pris la parole, mais j'espère avoir répondu à votre question. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Et donc, pareil comme hier, lorsque le dossier donc est accepté, c'est-à-dire que l'attestation de prolongation d'instruction, je répète, c'est la préfecture qui dit OK, j'ai votre dossier, je mets plus de temps que prévu pour l'instruire, pour donner ma décision. Je mets plus de temps que la date qu'il y a dans votre titre de séjour, donc je vous donne cette attestation. L'attestation d'acceptation, c'est différent, c'est l'instruction elle est faite, j'ai accepté de renouveler votre titre de séjour, donc l'attestation de décision favorable, mais en attendant la fabrication matérielle de votre titre de séjour, voici une attestation de décision favorable, qui est bien puisque, pareil, elle va en fait suivre les droits qui sont dans le titre qu'on va bientôt avoir. Donc, si le titre qu'on va bientôt avoir permet de travailler, mon attestation de décision favorable me permet de travailler aussi. OK? Pour les attestations provisoires. Or, nouvelle question qui s'est arrivée dans le chat, que je regarderai après. Que sur ça, on est bon. Je considère que oui, du coup. OK, super, merci Ingrid. Hop. Et donc la personne qui m'a parlé il y a 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut du coup lire ici, c'est que seul un dossier déposé dans les temps et qui est bien complet donne droit à la délivrance de cette attestation provisoire d'instruction. Ok. Le petit tips que je vous avais donné hier pour le QR code, pour celles qui étaient là et celles et ceux qui n'étaient pas là, j'avais dit que en gros sur les attestations de prolongation, si vous voyez, attendez celle-là, normalement j'ai trop zoomé sur les attestations, mais en bas à droite vous avez un QR code que la personne elle peut scanner pour voir ce qu'il y a dans son attestation provisoire d'instruction. Et ça peut être pas mal puisque les attestations provisoires d'instruction, c'est assez récent, hein, c'est venu avec la nef. Et du coup, en fait, il y a des fois où on ne sait pas ce que prévoit cette attestation. Par exemple, l'attestation de décision favorable, dans le code, j'ai pas de loi qui me dit qu'elle permet explicitement un droit au travail. Et donc, ce qui peut être intéressant dans ces cas-là, c'est de scanner du coup le QR code qui est présent sur l'attestation et ça affichera si la personne a le droit de travailler ou pas. Ça peut être intéressant pour la personne, elle l'a sur son téléphone, elle peut montrer à l'employeur. Il faut télécharger une application spécifique. Et ce que je disais hier, c'est que j'ai essayé avec une collègue dernièrement, ça ne fonctionnait pas. Donc soit dysfonctionnement de mon côté, soit ils ont changé de technique. Ok? À voir. Mais à garder en tête, c'est intéressant. Hop. Donc là, vous avez 2 frises chronologiques. On va les lire toutes les deux et on va les lire ensemble. Il y a une première frise où j'ai un titre de séjour ou un visa long séjour valant titre de séjour. J'en demande le renouvellement 4 à 2 mois avant l'expiration, puisque mon renouvellement se fait sur la nef. Mon titre que j'ai déjà, il se périme et j'ai pas de réponse de la préfecture. Sauf que moi, mon renouvellement, je l'ai fait dans les temps, mon dossier est complet. Donc, la préfecture est dans l'obligation de me remettre une attestation provisoire d'instruction / un récépissé. Et donc, je suis en séjour régulier une fois que j'ai mon API et je maintiens mes droits le temps de la réponse. Si la réponse est positive,
j'obtiens mon nouveau titre de séjour. Puis vous avez un deuxième cas où j'ai mon titre de séjour qui qui est encore valide, où j'ai mon visa long séjour valant titre de séjour. Mais j'en demande le renouvellement qu'un mois avant son expiration. Donc mon titre de séjour il périme en février. Je fais ma demande en janvier. Du coup, bah, mon titre se périme puisqu'en un mois la préfecture ne m'a pas répondu. Et donc, malheureusement, il n'y a aucune obligation de me remettre une attestation de prolongation d'instruction. Et donc là, je risque fortement d'être en séjour irrégulier et du coup de perdre mes droits. Mais ça ne, enfin, c'est pas la raison pour laquelle j'aurais forcément un refus. Potentiellement, mon dossier est accepté, j'ai quand même mon nouveau titre de séjour. Mais avec cette période où j'aurais eu du coup une coupure de droit et une période en situation irrégulière. Euh, Est-ce que rapidement dans le chat, vous pouvez me dire quelle frise chronologique vous semble être la bonne, celle à suivre, qui est bien. Est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la deuxième? Vous mettez juste un, deux. Je vais prendre juste quelques réponses. Ok, la première, exactement. Donc la première, c'est vraiment le super que des 1. La première, c'est vraiment ce que je dois suivre chronologiquement avec la personne. Donc moi je reçois une personne, je sais qu'elle va bientôt faire sa demande de renouvellement dans quelques mois, que du coup elle souhaite que bah, moi je fasse les premiers suivis avec elle. Je mets mon petit rappel 4 à 2 mois pour entamer la demande de renouvellement. La seconde frise à ne pas refaire. Et donc, bah, c'est du coup pour bien protéger, prévenir les gens que vous suivez que il y a bien un délai pour faire la demande de renouvellement sur la nef. Ok. Quelle est la différence entre API et récépissé? API, ça va être sur l'annexe. C'est les autorisations de provisoires qui sont données sur le site de la nef. Et quand vous passez du coup sur démarche simplifiée, c'est comme avant, c'est le récépissé. Ok, Caroline. On attend votre réponse. Donc ça peut être intéressant pour vous. Enfin, je sais pas à quel point, mais ça peut même potentiellement se s'imprimer et se distribuer aux personnes, Et excusez-moi, aux c'est la prestataires. même logique pour démarche simplifiée. Sauf que du coup, est-ce que c'est 4 à 2 mois pour démarche simplifiée? C'est 2 mois. Voilà. Ok. Euh, et donc ça, je vais tout mettre d'un coup. C'est quelque chose qu'il est important de garder en tête et que quand j'ai fait cette formation en présentiel, je me suis rendu compte que certaines personnes n'en avaient pas connaissance ou que du coup on me disait ok mais sur le terrain ça se passe pas comme ça mais c'est l'information est légale donc si sur le terrain ça ne se passe pas comme ça vous avez de quoi dire ben en fait non il y a le code le CZA qui dit ça. Le code du CZA il nous dit quoi? Il nous dit que quand une personne elle a fait son renouvellement dans les délais, qu'elle est elle titulaire d'une carte de résident ou d'une carte pluriannuelle de 4 ans, qu'elle dispose de la preuve qu'elle a fait son dépôt dans les délais, donc d'une attestation de dépôt, mais que le problème vient de la préfecture, donc la préfecture ne répond pas à temps, elle peut quand même justifier de la régularité de son séjour 3 mois après l'expiration du titre. Reprends, je répète. Euh, En attendant, dans le chat, dites-moi si vous saviez ou pas. Si j'ai une carte de résident ou j'ai une carte de séjour pluriannuel de 4 ans, ok, que je fais ma demande de renouvellement dans les temps, ok, mais que malgré ça, mon titre de séjour arrive à sa fin, la préfecture ne me donne pas d'API, je peux justifier de la régularité de mon séjour pendant 3 mois après l'expiration du délai. Ok. Euh, Par exemple, la maman, je reprends toujours son, son exemple, qui a fait son renouvellement trop tard.
Donc, vous vous rappelez, quand je l'ai reçu, le renouvellement avait été fait trop tard, donc je pouvais pas, moi, engager un levier de pression sur la préfecture pour remettre une API, puisque dans tous les cas, on a vu que légalement, il n'y a plus d'obligation si la demande n'a pas été faite dans les temps. Mais du coup, donc je lui ai dit, on va jouer sur les 4 mois de silence, plus étant, comme vous êtes bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans, pendant 3 mois, vous pouvez continuer donc à bénéficier de vos droits. Et en effet, son employeur lui avait dit, bon, écoutez, moi, je peux vous garder encore donc jusqu'à telle date. Donc, c'était la date de fin d'expiration de sa carte plus 3 mois. Et il lui avait dit, par contre, après les 3 mois, moi, je ne pourrai plus. J'ai cette garantie légale que je peux continuer à vous faire travailler pendant 3 mois. Mais après ça, si j'ai pas de preuves que soit vous avez une API, soit le renouvellement est fait, je ne pourrai plus vous employer. OK? Donc ça, c'est les droits qui sont dans le titre de séjour, mais tout ce qui est CAF, etc., ça va poser problème. Mais si vous suivez des personnes qui travaillent, ça, c'est une bonne information à avoir. OK? Et donc, dans la Céline, on t'entend pas du tout. Pardon, ça, la conservation des droits sociaux et de l'activité professionnelle, c'est valable pendant 3 mois uniquement. Si j'ai une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans. OK? Si j'ai une carte, là vous le voyez par exemple, si j'ai une carte de pluriannuelle de 2 ans, en théorie, c'est censé, enfin, ça ne fonctionne pas. Mais dans certains départements, c'est possible. Par contre, j'ai pas la liste des départements qui étendent ce droit aux personnes qui ont une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans. Et c'est pas du coup possible pour les personnes qui ont une carte de séjour temporaire. C'est vraiment les résidents et les pluriannuels de 4 ans, puisque comme c'est des personnes qui sont déjà sécurisées sur le long terme, on parle quand même de personnes qui sont en séjour régulier depuis 4 ans, 10 ans ou plus, on leur permet du coup cette prolongation de leurs droits ouais, pendant 3 mois. Et en gros, c'est pour toute personne qui dit les prêts, enfin, comment le faire valoir, c'est dans la loi. Donc, si on vous refuse ou si on vous coupe vos droits ou votre employeur vous dit plus de travail le jour de la fin d'expiration, vous pouvez montrer du coup cet article et dire moi j'ai une carte de résident, j'ai une carte de séjour pluriannuel, je maintiens mes droits pendant encore 3 mois. Ok? Si le délai de 3 mois est expiré sans réponse et que, bah, par exemple, j'ai fait ma demande de renouvellement trop tard, donc je peux même pas mettre un levier de pression sur la préfecture, je me retrouve en situation de coupure de droit et donc on rentre dans cette période de séjour irrégulier. Ok? Est-ce que vous voulez que je reprenne cette partie ou c'est bon et on peut passer à la slide suivante? Oui, non, non, c'est bon. Bon, du coup, je reprends juste rapidement. Quand j'ai un titre de séjour résident ou pluriannuel de 4 ans, que j'ai fait ma demande de renouvellement, mais voilà, ça traîne. Ça traîne, ça traîne. Mon titre de séjour il se périme dans une semaine. Faut pas se dire, dans une semaine, je suis en séjour irrégulier. Parce que le fait d'avoir cette carte de résident de 10 ans et cette carte de séjour pluriannuel de 4 ans fait que je peux encore, en fait, bénéficier de mon droit au séjour pendant 3 mois. 3 mois qui vont donc laisser le temps à la préfecture de me remettre mon API. Ok? Super. Et donc, on fera, comme l'a dit Céline, une partie sur le livret sur ça. Excusez-moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Oui, Je suis conseillère à la mission locale et j'accompagne les jeunes dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Et j'ai un jeune, par exemple, qui a un titre de 6 jours expiré et qu'il a reçu la confirmation de dépôt de son dossier sa demande de renouvellement. Sauf que dans le cadre du SEJ, l'ASP, donc le service de paiement de l'État, il ne refuse en fait le virement de son allocation pour ce jeune-là. Est-ce que c'est normal? Et là, je comprends pas trop.
Alors du coup, ça, enfin, je suis pas du tout spécialisée là-dedans. Est-ce que le versement est conditionné à la régularité du séjour? Parce que du coup, s'il a que la preuve de dépôt Oui, de sa demande, comme on l'a vu, la preuve de dépôt seule ne démontre pas séjour régulier. Donc s'il a que d'accord, ça et que le versement est conditionné, là je parle par logique, hein, que d'accord, le versement est conditionné au séjour régulier et que donc il ne peut pas montrer de séjour régulier avec cette preuve de dépôt, ça peut être une raison. Que d'accord. je sais pas si ça vous parle, vous qui Donc, êtes professionnel. d'accord. Donc, dans ce cas-là, alors, donc son titre de séjour il n'est pas valable 3 mois après sa date d'expiration. Bah, Même ça dépend du titre qu'il a. Là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que les 3 mois, c'est que pour les cartes de résident et les cartes de séjour pluriannuelles de 4 ans. pluriannuel. C'est 4. 4 ans, Oui, pas 2 ans, 4 ans. Donc, s'il a une des deux, oui. le, l'e- euh, l'extension des droits pendant 3 mois s'applique à lui. OK? Mais pareil, si vous voulez que je fasse des recherches supplémentaires, les mettre dans le chat. Très bien. Je vous Ok, remercie. pas de souci. Là, j'ai vu passer la question, je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, je crois que c'est aujourd'hui, est-ce que le délai de silence de 4 mois qu'on a vu hier, je peux l'utiliser aussi pour les renouvellements? La réponse est oui. En fait, le principe veut que un silence de 4 mois vaut rejet euh, sur les demandes de titre de séjour. C'est ça, la règle. Et donc, que je sois dans ma première demande ou dans mon renouvellement, ce principe s'applique à moi. Donc, ça, c'est une première réponse à la question qui m'a été posée. Du coup, là, je l'ai répété, je pense, déjà 100 fois, mais quand je rencontre quelqu'un, ne pas hésiter à lui dire de se mettre une alarme personnelle ou à vous mettre une alarme sur votre calendrier pour pouvoir suivre, du coup, enfin pour pouvoir être dans les temps. Et si vous vous sentez pas, par exemple, de faire la chose seule, vous mettre une alarme de OK, dans 6 mois, je vais commencer à faire des petites recherches pour voir si je peux trouver une avocate qui pourra suivre la personne, enfin une asso, il n'y a pas de un asso, une asso de juristes bénévoles qui pourront suivre la personne. Et comme ça, vous prévoyez un petit temps pour ne serait-ce que monter le dossier, qui évidemment sera déposé, comme on l'a dit, soit 4 mois avant 4 à 2 mois avant l'expiration, soit 2 mois avant l'expiration. Une fois que vous déposez le dossier, pareil, vous refaire un petit temps en vous disant 4 mois sans réponse. Je sais, grâce à la formation, que ça peut ouvrir lieu à un recours. Mais je me sens pas de faire un recours toute seule ou tout seul. Du coup, je me mets un petit temps. Si dans 3 mois et 2 semaines j'ai pas de réponse, je commence à chercher des avocates ou des assos bénévoles en leur disant bah là dans 2 semaines on rentre dans ce délai implicite de 4 mois sans réponse. Est-ce que vous pouvez vous suivre le dossier comme ça dès qu'on entame les 4 mois? Est-ce que vous pouvez faire la procédure de rejet implicite avec la personne? Est-ce que ça fait sens pour vous de faire comme ça? C'est avoir une petite piqûre de rappel, quoi. Pour pas rester seul dans la situation de ça fait 6 mois, j'ai pas de réponse, qu'est-ce que je fais? Ok? Vaut mieux le faire en amont. Ça va? J'ai le chat Madame, si vous voulez. Ouais, ok, parfait. Euh, du coup, madame, ah, quelqu'un a son micro allumé, je crois. Alors, on vous invite, excusez-moi, je me permets, on Ouais, vous invite à poser vos questions dans le chat si vous avez des questions. Toutes les réponses seront, enfin, toutes les questions seront collectées et vous pourrez avoir une réponse soit à l'issue du webinaire, soit après dans le cadre d'un livret. Merci à vous. super. Si une demande de renouvellement est faite hors délai, il faudrait en fait, juste 4 mois sans réponse à votre demande de type de séjour, qu'elle a été faite dans les délais, hors délai, vous pouvez entamer une réponse. Parce que l'idée, c'est quoi? Là, l'idée, c'est pas, enfin, attention, quand le dossier est complet. L'idée de ce rejet de ce rejet implicite, c'est que j'ai pas de papier en fait qui me dit que on a rejeté ma demande. C'est un rejet, c'est un silence. Et donc l'idée de ce recours, c'est d'avoir en fait
porte qu'on peut ouvrir pour avoir une réponse. Soit sur le rejet, soit, comme je l'ai dit hier, sur un potentiel retard. Et s'il y a un potentiel retard, enfin, s'il y a un potentiel rejet, contester le rejet. Et s'il y a un potentiel retard, au moins avoir ce tribunal administratif qui peut enjoindre à la préfecture d'étudier le dossier de la personne sous X jours. Ok? Donc, de rien. Donc là, on a vu ce qu'on faisait quand on restait un peu dans notre case et que juste on voulait changer, donc passer du temporaire à pluriannuel, passer de pluriannuel à résident, par exemple, mais je reste dans mon tiroir. Évidemment que se pose la question de quand la personne, elle change de tiroir. Pourquoi? Puisque le droit au séjour, il va suivre, en fait, il va s'adapter à l'évolution de la vie de la personne. Dans le PowerPoint que vous avez eu déjà hier par mail, où il y a la partie d'ailleurs renouvellement aussi, hein, dans l'introduction générale, donc les chiffres qu'on n'a pas eu le temps de voir hier, il y a une diapo qui est intéressante à regarder sur le pourcentage de motifs pour la première demande et le pourcentage de motifs pour le renouvellement. Et par exemple, j'ai pas les chiffres en tête, mais vous voyez que en première demande, on aura 40% d'étudiants contre 17% pour le renouvellement. Qu'au contraire, niveau famille, on aura 30% pour la première demande contre 50% pour la deuxième demande. Et en fait, on voit que les gens, ils changent de catégorie puisque votre droit au séjour, il va s'appliquer à votre situation actuelle. Si votre droit au séjour, il est simplement économique, purement économique, vous allez vous régulariser sur ce motif économique. Si, entre-temps, vous créez un droit au séjour qui va être familial, donc vous êtes installé en France, vous travaillez, et puis vous épousez une personne française, ou vous devenez parent d'un enfant français. Là, vous pouvez passer sur une régularisation au motif familial, puisque c'est votre situation. Ok, vous êtes salarié, mais vous êtes aussi une personne qui a de la vie privée familiale sur le territoire français. C'est ça la logique derrière le changement de statut. D'accord? Et donc, comment on fait ça? La personne qui justifie, enfin qui souhaite changer de fondement de séjour, de motif de séjour, elle doit pouvoir du coup montrer qu'elle répond au nouveau motif. Très logique. On l'a répété déjà plusieurs fois. Si j'invoque un nouveau motif familial alors que je suis dans mon motif économique, il faut que dans mon dossier de renouvellement, je montre que je réponds à ce motif économique. Donc je ne monte pas un dossier purement économique si je veux changer de motif et devenir parent d'enfant français. L'annexe 10 du CESEDA, elle demande des pièces différentes en fonction de chaque titre. Ok? Normalement, ce changement de motif, il se fait comme ça, de manière linéaire, sauf les personnes qui souhaitent passer un titre de séjour pluriannuel salarié ou profession libérale. À elles, on va d'abord leur demander de repasser sur du temporaire, sur salarié ou profession libérale, avant de passer plus tard sur du pluriannuel. Il y avait eu la question hier, je crois, d'une personne qui disait j'ai demandé une pluriannuelle, enfin pour la personne, et la personne s'est retrouvée avec une carte de séjour de 1 an. C'est peut-être ce cas-là où elle ne pouvait pas passer à pluriannuel directement. Il fallait d'abord qu'elle revienne sur du temporaire avant de pouvoir repasser sur du pluriannuel. Ok? Et donc la question, qu'est-ce qui se passe si la préfecture, elle refuse? C'est-à-dire que je demande un nouveau motif, mais pour la préfecture, je réponds pas à ce nouveau tiroir. Eh bien, on a une obligation d'étude de la situation personnelle, générale. Je demande un nouveau motif parent d'enfant français, la préfecture considère que je rentre pas encore dans ce tiroir. Eh bien, avant de rejeter ma demande, elle doit voir si par exemple, si je suis pas encore dans le tiroir dans lequel j'étais de base. En formation physique, j'avais eu donc une question qui m'avait été posée comme ça, qui me disait, moi j'avais une personne qui était régularisée comme une personne salariée, et puis elle a demandé un titre de séjour parent d'enfant français. Et la préfecture a répondu, vous répondez pas à parent d'enfant français, mais vous restez encore
dans les conditions d'obtention pour les salariés, il est préférable de vous régulariser sur le motif salarié. Par exemple, peut-être que la personne était en effet parent d'enfants français, mais qu'elle n'arrivait pas à démontrer que les deux parents participaient à l'éducation et à l'entretien, par exemple. Et donc, comme elle rentrait pas dans toutes les conditions de parents d'enfants français, mais qu'elle restait encore dans ce motif salarial, elle avait encore gardé son emploi, etc., il a été préférable pour elle de rester sur le même motif. Et donc, il y a cette obligation pour la préfecture de d'abord regarder ce qui se passe ailleurs dans votre profil avant de rejeter votre demande. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Ok, super. Parfait. Là, normalement, ça ne touche aucun des territoires qui est sur ce webinaire, normalement. Mais il y a des territoires qui sont touchés actuellement par un dispositif expérimental qu'on appelle instruction à 360 degrés. C'est un dispositif expérimental sur certains départements et l'idée c'est que si ça fonctionne, que ça soit nationalisé. Mais je crois pas que vous soyez touché. Et en théorie, c'est une expérimentation, mais de quelque chose qui est déjà obligatoire à faire pour la préfecture. Mais en gros, pour les départements qui sont concernés, la différence, c'est que la personne, quand elle va faire une demande de titre de séjour, elle va vraiment tout envoyer. C'est-à-dire les justificatifs familiaux, les justificatifs de travail, les justificatifs de ça, de ci, de ça. Et la préfecture, elle doit voir absolument toute la situation de la personne à 360 degrés. Et du coup, l'idée, c'est que ce soit la préfecture qui délivre à la personne le titre de séjour qui est le plus approprié. Donc la préfecture, elle a tous les documents et c'est à elle de dire, bah là, selon votre situation, vous êtes mieux sur une carte de séjour salarié. C'est donc expérimental, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai une personne que du coup je travaille un peu sur ce territoire-là, qui est donc qui est touchée par cette procédure 360 degrés et qui est sous attestation provisoire d'instruction depuis 2 ans. Toujours pas de réponse en 2 ans. Ok? Mais normalement, vous n'êtes pas touché par cette procédure. Ah, une bonne question, Shaima. Île-de-France, je crois pas. Hein. Non, presque sûr que non. Le plus proche de nous, je dirais que c'est l'Oise. Donc là, on a vu tout ce qui est renouvellement. Encore une fois, évidemment que je viens vers vous avec la théorie juridique et donc les moyens et les conseils pour ne pas rester seul face à des situations de blocage et des moyens potentiels pour débloquer la situation. Donc, on a vu les recours. Vraiment, moi en tant que juriste, c'est vrai que je voudrais bien que vous ayez ce réflexe de réfléchir à la saisine dans une avocate. L'aide juridictionnelle est ouverte aux personnes qui sont en situation, enfin qui n'ont pas de papier. Vous avez des avocats, avocates. C'est pour ça que j'ai dit hier de s'orienter aussi vers le barreau de votre ville, qui sont assez engagés aussi et qui peuvent très bien traiter des dossiers. Et vous avez des associations de juristes bénévoles où la personne elle n'aura pas forcément à payer quelque chose. Ok, donc je viens évidemment avec des petits conseils et des petits tips, mais malheureusement pas de baguette magique encore pour débloquer toutes les situations. Donc ça, c'était sur la partie du renouvellement, la pratique du renouvellement. Comment rester sur le même motif mais changer de carte, donc temporaire à pluriannuel, pluriannuel à résident, et comment changer de motif, les conditions à avoir. Et donc ne pas, s'attendre aussi à ce que la personne ait un rejet quand elle rentre pas dans le nouveau motif, mais qui a cette obligation derrière pour la préfecture de quand même étudier la situation générale de la personne, sans parler même de cette expérimentation 360 degrés. Qu'il y ait l'expérimentation 360 ou pas, la préfecture, elle doit prendre en considération la situation générale. D'accord?
pour moi quand je faisais les 2 dernières que j'ai fait en présentiel à Évry, les formations, j'avais fait un petit paperboard où les gens pouvaient noter leurs contacts. Je suis pas du tout sur le territoire de l'Essonne, donc si vous avez vous des associations avec lesquelles vous aimez bien travailler, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et ça pourra bénéficier à tout le monde. Ok? Là, on rentre un peu sur le sujet trouble à l'ordre public. Il est quand même très important de discuter quand on parle de renouvellement et de titre de séjour. Vous l'avez potentiellement vu passer, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et en fait, l'idée, c'est que même si donc je fais mes demandes de titre de séjour ou mes demandes de renouvellement de titre de séjour, que j'obtiens mes titres, ils peuvent donc m'être retirés si je l'ai déjà, ou son obtention peut m'être refusée. Donc là, sur la dernière partie, on va partir un peu sur le négatif. Comment, pourquoi un titre de séjour peut être refusé ou retiré. Ok. Pour le refus du titre de séjour, c'est dans le CESEDA, mais on l'a aussi vu hier dans la circulaire Retailleau. Donc, c'est des conditions qu'on retrouve dans les deux. C'est que le titre de séjour peut être refusé à une personne si on a connaissance d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée. Ok? Ou si donc le comportement de la personne représente une menace à l'ordre public. Donc ça, c'est des motifs de refus de titre de séjour. Permettez-moi juste de reprendre sur ma tablette les questions qui étaient posées hier, puisqu'il y en avait sur la menace à l'ordre public, justement. Je vais refaire un tout petit topo sur la menace à l'ordre public pour répondre un peu aux questions d'hier, puisque la carte donc de séjour peut être retirée et refusée si menace à l'ordre public pour les trois, donc temporaire, pluriannuel et résident. D'accord. Donc la question hier, les questions qui étaient hier, c'était est-ce que des inscriptions aux TAG après des stages de sensibilisation pour violence conjugale pouvaient par exemple être un motif de refus de titre de séjour. Eh bien, si la personne elle est considérée comme une menace à l'ordre public, on rentre dans un critère de refus du titre de séjour. Après, la menace à l'ordre public, ce que j'expliquais hier, c'est que c'est un terme qui n'est pas défini. On n'a pas le terme menace à l'ordre public et on n'a pas le terme trouble à l'ordre public qui existe en définition explicite dans les textes. Donc, je peux pas vous dire, par exemple, article L122, le trouble à l'ordre public et tatata. Ça n'existe pas. C'est du coup un terme qui prête à interprétation. Et c'est pour ça que c'est un thème très large et qu'on a parfois cette vision que tout peut être considéré comme une menace à l'ordre public. Et j'avais du coup donné l'exemple hier d'une dame qui avait été suivie par la SPAM, qui avait donc eu un refus et une OQTF, puisque même si victime de violence conjugale, elle avait eu à suivre le stage de sensibilisation et du coup le préfet ou la préfète a vu ça et lui fait dire menace à l'ordre public. Et du coup là l'idée ça a été de contester cette décision devant le tribunal pour dire, mais en fait, la personne que vous avez en face de vous, c'est la victime. Donc, elle ne peut pas être considérée une menace à l'ordre public puisqu'elle est victime. Et donc, son obligation de quitter le territoire français a été annulée par le tribunal. Ok. Et donc, oui, c'était ça que je m'étais noté dans mes réponses, c'est que comme c'est une notion qui n'est pas définie, pareil, ne restez pas seul face à des retraits de titres de séjour. On a des délais très précis pour les contester. Après ça, c'est plus possible de contester. On a 2 mois. Et donc, dès que vous voyez un refus de titre de séjour,
aller directement voir une asso avec des juristes ou carrément avocate pour contester, surtout si du coup vous avez connaissance de la situation personnelle de la personne et que pour vous la menace à l'ordre public peut être contestée. Par exemple, une inscription qui date de plusieurs années ou il n'y a plus rien depuis, il y a vraiment une réinsertion ou une personne qui n'a eu que des signalements mais pas de condamnation, pareil, réinsertion depuis plusieurs années, rien du tout, ça se conteste. Mais malheureusement, je ne peux pas rentrer trop en détail sur la MOP puisque c'est en fait, comme je l'ai dit hier, c'est le sujet d'une journée complète de formation pour le coup. Mais c'est quand même important d'en parler dans notre sujet, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la circulaire Retailleau, on a cette orientation pour les préfets et les préfètes d'accompagner, ce qui se faisait déjà aussi avant en réalité, d'accompagner il y a plusieurs personnes dans le chat qui en avaient témoigné hier, d'accompagner les décisions de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Donc c'est quelque chose que vous pouvez être amené à rencontrer dans votre carrière et se poser aussi dans le chat hier la question de comment je conteste, est-ce que ça a une date de validité, etc. Il faut savoir qu'il y a deux types d'obligations de quitter le territoire français sur les IRTF. Ok, deux types. Donc on a une OQTF avec délai de départ volontaire. C'est-à-dire que on va dire à la personne, vous avez 30 jours pour quitter volontairement la France. Ok. Et en conséquence, cette personne, elle a également 30 jours pour contester la décision. Quand vous êtes face à une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, comment savoir si j'ai un délai de départ volontaire ou pas? Si la question se pose, il faut lire en fait l'arrêté. Quand la personne elle vient, elle vous dit bah là on vient de m'envoyer ça, je viens de recevoir ça, qu'est-ce que c'est? C'est une obligation de quitter le territoire. Vous lisez et à la fin vous aurez article 1 la demande de titre de séjour de Monsieur, Madame X est refusée. Article 2 il est enjoint à Monsieur, Madame X de quitter le territoire français. Article 3 dans un délai de départ volontaire de 30 jours et potentiellement du coup article 4 interdiction de retour sur le territoire. Mais donc, vous le savez dans la fin de l'OQTF. Dans la conclusion de l'OQTF, vous saurez, je crois, là j'ai un doute, mais je pense que c'est même écrit au début dans la première page. Mais en tout cas, prenez le temps de lire les obligations de quitter le territoire, il y aura la réponse dedans. Et donc, si j'ai un délai de départ volontaire de 1 mois, ça laisse le temps de lancer une procédure d'aide juridictionnelle. Et la demande d'aide juridictionnelle, elle va venir suspendre les 1 mois. C'est-à-dire pendant que j'attends donc la réponse à l'aide juridictionnelle, les 1 mois, ils sont mis en pause en fait, tout simplement. Ok? Que ça va sur l'OQTF avec un délai de départ volontaire de 30 jours. Oui. Super. Ok. Ok, parfait. Et du coup, hop, ça c'est un petit tableau récapitulatif slash réflexe sur l'OQTF de 30 jours. On rappelle évidemment que les mineurs sont protégés, ne peuvent pas recevoir d'OQTF. Ok? Et maintenant, il y a la deuxième forme d'OQTF qui, elle, est bien plus problématique, c'est l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Quand notamment du coup une personne a un comportement qui est considéré comme une menace à l'ordre public, qui du coup mène au refus de délivrance d'un titre de séjour ou de son renouvellement, eh bien la personne elle peut être notifiée d'une OQTF sans délai de départ volontaire. Ça veut dire que au lieu d'avoir les 30 jours pour contester, on n'a plus que 48 heures. D'accord?
le fait qu'il n'y ait pas de délai de départ volontaire, selon le CESEDA en gros dit quand il n'y a pas de délai de départ volontaire, l'OQTF elle est automatiquement, comment ils le disent, accompagnée, enfin c'est pas comme ça, mais en gros, l'OQTF est accompagnée d'une IRTF, qui est du coup une interdiction de retour sur le territoire français. Du coup, il y avait des questions sur ça. L'interdiction de retour sur le territoire français, elle peut aller de 1 à 5 ans ou jusqu'à 10 ans si les comportements sont vraiment considérés comme une menace grave à l'ordre public. Ça veut dire que non seulement la personne, elle est dans l'obligation de quitter le territoire français, mais en plus, elle ne peut pas revenir sur le territoire français et Schengen pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendamment de la durée de l'interdiction de retour. Hier, j'ai eu la question si la personne, elle va dans un pays frontalier, elle y reste un peu et elle revient. Est-ce que ça prouve que l'OQTF a été exécuté? Non. L'OQTF, il faut quitter l'espace Schengen. Ok? Donc, les personnes qui vous disent, bah oui, j'ai eu une OQTF, mais je suis allée en Belgique et du coup, c'est bon, j'ai plus d'OQTF, ça ne fonctionne pas. Ok? C'est bon pour l'interdiction de retour? Ok. Du coup, pour les délais de 48 heures, hein, donc, attendez, juste là, il y a le tableau récapitulatif. Pareil, les personnes mineures, elles ne peuvent pas recevoir d'OQTF et aussi les ressortissants européens ne peuvent pas recevoir d'interdiction de retour sur le territoire français. Eux, ils peuvent recevoir une interdiction de circulation, mais elle sera de 3 ans maximum. OK? Mais donc, quand vous n'avez que 48 heures pour contester une obligation de quitter le territoire français, on lance pas d'AGI. Enfin, si, enfin, non. Attendez. On a vu que pour les 30 jours, l'AGI, elle, bloquait les 30 jours. Donc, je peux lancer tranquillement mon aide juridictionnelle et le temps d'avoir la réponse, dans tous les cas, le délai de recours, il sera pas dépassé. Cette règle, on l'a pas pour les OQTF à contester sous 48 heures. Donc, si par exemple, vous avez une personne qui vous dit j'ai reçu une OQTF, je n'ai que 48 heures pour la contester, il ne faut pas se dire ok, je vais lancer une demande d'aide juridictionnelle pour bloquer le délai. Ça bloque pas. Ok? Et donc, ce que vous voyez à gauche, normalement, c'est un exemple de recours sommaire. Qu'est-ce que c'est qu'un recours sommaire? Donc ça, c'est des recours qu'on envoyait au tribunal administratif quand je travaillais au centre de rétention, quand on rencontrait une personne et qui restait parfois littéralement 3 heures pour contester l'obligation de quitter le territoire. Et là, on n'avait pas du tout le temps de faire un vrai recours. On commence par un recours sommaire qui lui va bloquer les 48 heures. Donc, je vous ai mis l'exemple. Ça, vous pouvez le remplir vous-même pour remplacer du coup tout ce qui est en jaune avec des informations de la personne que vous suivez. Et il n'y a pas vraiment d'argumentation juridique là-dedans. Il y a juste, on conteste la légalité externe, on conteste la légalité interne. C'est le format que prend un recours en droit. Je demande à être assistée de l'avocat ou avocate de permanence et d'un interprète en telle langue si la personne ne parle pas français. Et ensuite, ce recours sommaire, il peut être déposé directement au tribunal administratif via le site Télérecours citoyen. C'est aussi dématérialisé. Donc, en gros, vous créez un compte pour la personne, vous déposez votre recours sommaire que vous venez de modifier, que vous avez fait dater et signer du coup par la personne, et vous envoyez avec ça la copie de l'OQTF que la personne a eue. Il faut les deux. L'OQTF, donc la décision qu'on conteste, et le recours sommaire, obligatoirement. OK? Et une fois que ça s'est lancé, là, je peux prendre le temps de réorienter vers des juristes qui sont dans une association, qui peuvent rédiger les recours, et ensuite la personne se fera représenter par un avocat ou une avocate de permanence, ou je peux rediriger directement vers un avocat et une avocate qui fera lui ou elle le recours complémentaire et qui pourra plaider aussi avec la personne si audience il est. Ok. Je fera pas. Oui, si pour le site de télérecours citoyen, pareil que pour la nef,
juste bien faire, bien garantir que la personne elle aura toujours accès à son compte. Donc utiliser une adresse électronique qui est utilisée. Ok. Le site de Télérecours Citoyen, il est pour tout recours qu'on fait devant le tribunal administratif. C'est pas que pour les OQTF, Télérecours Citoyen. Okay. Et donc, en envoyant mon recours sommaire, je suspends le délai de 48 heures puisque j'ai fait mon appel, enfin j'ai contesté dans les 48 heures, je l'ai fait, j'ai envoyé un recours sommaire. Et ensuite, plus tard, il est possible d'ajouter ce qu'on appelle un mémoire complémentaire. Et donc là, l'idée, c'est que le temps de l'audiencement, vous aurez l'avocat, l'avocate, le juriste, la juriste qui pourra préparer un mémoire complémentaire en connaissant du coup la vie de la personne qui est en face, les motifs de refus, si c'est sur la MOP, parce que la MOP peut être contestée, etc. Pour les délais d'audiencement, quand on est sur une procédure normale et une personne qui est en extérieur, le tribunal administratif, il a 6 mois pour répondre. Après, il y a des personnes qui peuvent, ça vous l'avez peut-être aussi rencontré, qui peuvent être assignées à résidence. Du coup, on va leur dire, vous avez une OQTF, vous devez rester à votre adresse et pointer au commissariat tous les 2 jours, par exemple, ou 2 fois par jour. Ces personnes-là, le tribunal administratif, il répond plus vite. J'ai un doute sur le délai, donc je vais pas le dire pour pas dire de bêtises. J'ai l'impression que c'est 2 semaines, mais à revoir. Et surtout pour donc les personnes qui ont une OQTF sans délai de départ volontaire, ça va aussi fort probablement finir sur un placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative. Ah bah, c'était la question de Tiffany, parfait. Pour les personnes qui sont dans un centre de rétention administrative, là, le délai de réponse du tribunal est beaucoup plus court. Il se compte en heures, mais du coup, en jours, ça fait 5-6 jours. Et voilà. Qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une... Bah, en fait, si on reste dans notre thème, une OQTF, je peux l'avoir dès le refus de mon titre de séjour. Je demande un titre de séjour, on me le rejette, ça peut être suivi d'une OQTF. Quand c'est de l'AES, c'est littéralement conseillé par la circulaire Retailleau de coupler tout refus de titre de séjour avec une obligation de quitter le territoire français. Après, quand est-ce qu'on risque un placement en centre de rétention? Ça va être pour les personnes qui ont une grosse, on appelle une grosse MOP, on va dire, donc qui sont par exemple déjà connues des services de police ou autres, ou les personnes qui n'ont pas d'adresse. Donc la préfecture se dit que si elle laisse la personne dehors, vu qu'elle n'a pas d'adresse, elle peut ni l'assigner à résidence ni la retrouver. Donc l'idée c'est de la mettre au centre de rétention le temps que le tribunal donne une décision et ou si l'OQTF elle est confirmée par le tribunal ou qu'elle a jamais été contestée, le temps de programmer un éloignement du territoire. Ok. Céline, je sais pas si c'est toi qui as essayé de parler. On t'entend pas. J'essaie de mettre le chat au cas où tu peux écrire sur le chat. Ah, ok. Désolée. Ok. Ok, du coup, la question, c'est, ok, j'ai compris qui peut, mais comment est-ce qu'on peut se retrouver en centre de rétention? C'est après, en effet, une interpellation sur la voie publique. Ça peut arriver, par exemple, contrôle des tickets, j'ai pas de ticket, du coup, on va aussi voir que j'ai pas de droit au séjour, on va m'amener au commissariat. Au commissariat, on peut me remettre une OQTF sans délai de départ, plus placement au CRA. Ça va aussi être en effet donc les sortants de prison. On l'a souvent eu au centre de rétention, donc des personnes qui le dernier jour de leur peine pensaient en fait sortir et puis finalement non, elles sont transférées directement au centre de rétention puisque pendant la détention, leur a été notifié une obligation de quitter le territoire. Du coup, ça te va, Céline? Ok, super.
Euh, Ça, c'est plutôt, bah, du coup, pareil, un rappel, mais qui avance sur la question posée par Cynthia. Euh, je vais juste enlever le chat pour pouvoir bien vous la montrer. Donc, les obligations ça c'est un rappel de ce qu'on a vu hier d'ailleurs. Donc, si les personnes qui sont là aujourd'hui n'étaient pas là hier, m'avaient été demandé, bah, est-ce que l'OQTF elle a une date de péremption? Et je disais, bah, parfois on entend que l'OQTF elle est valide 1 an et après elle disparaît. Euh, c'est pas, déjà on peut pas dire qu'une OQTF disparaît. Et puis, en effet, avant elle avait un délai d'exécution d'1 an, mais maintenant c'est 3 ans, d'accord? Donc, j'ai une OQTF, je l'ai pas contestée, je l'ai pas exécutée, c'est-à-dire pas quitté le territoire. Je l'ai dans mon dossier pendant 3 ans. Et ça veut dire 3 ans, a priori, pendant lesquels je ne peux pas déposer de dossier, puisqu'on a vu, par exemple, pour l'AES, que l'existence d'une OQTF non exécutée, c'est un motif de refus. Sauf si, et donc là, c'est là que la question de Cynthia est censée trouver réponse, sauf si je démontre que depuis mon OQTF, j'ai eu des circonstances nouvelles de fait et de droit. Là, je vous ai mis donc une citation pardon, de la circulaire Retailleau qui dit au préfet et aux préfètes, donc l'existence d'une OQTF non exécutée peut justifier un refus de délivrance de carte de séjour. Il vous appartient cependant d'apprécier l'ensemble de la situation avant de prendre cette décision de refus. À cet égard, il revient à l'étranger d'attester d'éléments de fait ou de droit nouveaux depuis la notification de l'OQTF. L'idée, c'est si j'ai eu une OQTF en 2023 et que je souhaite déposer une demande de titre de séjour, alors que ma situation n'a pas changé depuis 2023, là, oui, il va falloir dire attention, OQTF non exécuté, motif de rejet. Et derrière, bah, suivre aussi de manière assez proche si la personne elle a des nouvelles, puisqu'on se rappelle que on a aussi un délai pour contester les refus qui n'est que de 2 mois. Ok? Si par exemple la personne elle a eu une OQTF en 2023, vous la rencontrez en 2024 et en 2024 elle est devenue parent d'enfants français. Là il y a eu des circonstances nouvelles de fait et de droit, ou par exemple elle est tombée gravement malade après son OQTF et elle a tout un cadre de soins sur le territoire. Il y a des circonstances nouvelles de fait et de droit. L'idée étant de dire, bah, après mon OQTF, ma situation, elle a changé. Donc, le préfet, la préfète doit quand même apprécier l'ensemble de ma situation avant de prendre la décision de refus. Si quand même on a refus, ensuite, ça se conteste aussi devant le tribunal en disant, oui, mais enfin, depuis l'obligation de quitter le territoire, il y a eu ça comme nouvelle chose dans ma vie. Céline, comme tu as ton micro allumé, je sais pas si tu voulais rajouter des choses. Je réouvre le chat au cas où. Non, ça va. Ok, parfait. Est-ce que ça a répondu à votre question? Bah, je crois que c'est Cynthia. Oui, parfait. Super. Et du coup, 12h10, nous avons terminé. Là, vous avez vu annexe 1. C'est à la fin de votre PowerPoint, vous aurez aussi le tableau de base, le tableau qu'on avait fait hier ensemble, je l'avais mis en annexe puisque pour les formations en présentiel, c'est vrai que j'aime bien faire des petites je le fais en format d'activité, en format de cas pratique. Donc, il était en annexe en disant aux personnes, vous pourrez voir une fois à la maison, enfin, au bureau, le tableau tranquillement. Mais du coup, là, normalement, dans le PowerPoint que vous avez eu, le tableau qu'on a vu ensemble hier, il se retrouvera du coup à l'annexe. Comme ça, les tableaux comme ça, là, qu'on a fait hier ensemble. Vous les aurez à la fin.